Donc, comme on le disait, aujourd'hui, je vais vous présenter là, mon projet qui porte sur la priorisation de l'autogestion de la douleur dans un contexte de comorbidité. Oups. Donc, je vais commencer la présentation par vous faire une petite présentation rapide de mon parcours universitaire. Là, on vient d'en discuter brièvement, mais je tenais aussi à vous expliquer brièvement pour quelles raisons j'ai décidé d'étudier la douleur et aussi là, de vous parler de c'est quoi mon expérience dans le domaine de la douleur, mon expérience personnelle. Par la suite, là, je vais vous faire une petite mise en contexte des recherches qui existent déjà sur l'autogestion dans un contexte de comorbidité. Par la suite, je vais vous présenter plus en détail mon projet de maîtrise et on va terminer la présentation par une petite période de questions et de commentaires. Donc, pour commencer avec mon parcours universitaire là, rapidement, comme on vient de le dire, j'ai fait un baccalauréat en psychologie à l'UQAM. Je l'ai commencé en 2017 et j'ai gradué en 2021. Et entre autres, pendant ce baccalauréat-là, j'ai eu plusieurs cours, dont un cours de psychologie de la perception, où est-ce qu'on voyait le domaine de la douleur, on voyait les différences individuelles sur la perception de la douleur, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc déjà là, c'est là que mon intérêt pour la douleur a commencé. Puis par la suite, là, durant le reste de mon baccalauréat, j'ai eu un stage sur le développement d'un outil qui portait sur des stratégies d'autogestion pour l'anxiété et la dépression chez les jeunes adolescents. Et ça aussi, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé. J'aimais l'aspect d'autogestion. J'aimais voir comment les gens pouvaient activement eux-mêmes participer dans leurs soins pour s'aider, pour aller mieux. Donc, c'est vraiment là que j'ai pris la décision de poursuivre mes études à la maîtrise à l'Université de Montréal. Et quand j'ai vu les projets là, de Gabrielle Pagé, qui est ma directrice de recherche, j'ai vraiment eu un intérêt pour le projet portant sur l'autogestion de la douleur dans un contexte de comorbidité, puisque la douleur, c'est un sujet qui touche vraiment beaucoup de gens de près ou de loin et que je trouve ça très important de voir comment les gens peuvent eux-mêmes s'aider dans leur douleur. Alors, c'est ça. Durant le cadre de ma maîtrise, là, en ce moment, je travaille sur un projet qui porte sur la priorisation de l'autogestion de la douleur dans un contexte de comorbidité. J'ai bientôt terminé. Là, je suis supposée déposer mon projet cet été. Donc, je suis vers la fin là, de mon projet de maîtrise. Et pour ce qui est de mon expérience personnelle un peu plus avec la douleur, je vais vous avouer que je suis assez chanceuse parce que j'ai pas vraiment de gros moments dans ma vie où j'ai eu de la douleur. Par contre, je côtoie beaucoup de gens dans mon quotidien, ma famille, qui ont des grosses douleurs, de l'arthrite, des migraines. Donc, c'est vraiment une problématique à laquelle je suis exposée depuis un certain temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un gros intérêt pour ce sujet. Donc, donc, pour commencer, j'imagine que la majorité d'entre vous ici savent c'est quoi la douleur chronique, mais pour cette présentation-ci, je vais faire une courte description. Donc, la douleur chronique, c'est une douleur qui dure ou qui réapparaît pendant plus de 3 à 6 mois. Et au Canada, il y a environ une personne sur 4 qui est atteinte de douleur chronique. Et c'est quand même un chiffre élevé. Puis, la douleur chronique a beaucoup d'impact, soit au niveau de la qualité de vie et du fonctionnement chez les gens. Et elle est d'origine multifactorielle, puis elle est influencée par différents facteurs, soit biologiques, psychologiques et sociaux. Et très souvent, la douleur chronique, elle est comorbide avec d'autres conditions chroniques. Donc, souvent, lorsqu'une personne a la douleur, elle va avoir d'autres conditions par le fait même. Et plus de la moitié des patients qui ont la douleur chronique vont au moins avoir une autre condition chronique si ce n'est pas plus. Désolée, j'ai ma misère avec changer mes diapositives. Bon. Donc, lorsqu'une personne a plusieurs conditions chroniques, c'est très important qu'elle participe activement dans ses soins elle-même pour s'assurer d'une santé plus optimale, mais aussi pour essayer de diminuer les risques de complications qui sont liées à la maladie. Parce qu'aussi, quand une personne a plusieurs conditions chroniques, ça peut venir complexifier, rendre plus complexe l'autogestion des différentes conditions. Entre autres parce que plus il y a de conditions, plus il y a de symptômes, mais aussi plus il y a de conditions, plus il y a de tâches d'autogestion. Donc, par exemple, s'il y a une personne qui a comme condition la dépression, elle pourrait avoir comme tâche d'autogestion de faire de la psychothérapie à toutes les semaines et d'avoir une médication. Mais si on ajoute à ça des problèmes, par exemple, d'insuffisance cardiaque, on ajoute en plus un changement de diète, une nouvelle médication, la surveillance de différents symptômes cardiaques. Donc, on peut voir que déjà là, juste avec 2 conditions, ça vient vraiment augmenter le nombre de tâches d'autogestion dans le quotidien de la personne. Puis aussi, une autre chose qui peut rendre l'autogestion plus complexe,
c'est que parfois, il y a des traitements ou des stratégies d'autogestion qui peuvent être incompatibles l'une et l'autre là, pour différentes conditions. Donc, si je reste avec mon exemple là, de dépression et de problèmes d'insuffisance cardiaque, on peut supposer là, que les deux médications pour les deux différentes conditions soient incompatibles, ne peuvent pas être prises en même temps, ou que, par exemple, faire de l'activité physique pour une condition n'est pas compatible avec d'autres tâches d'autogestion pour une autre condition. Donc, bref, tout ça, ça fait en sorte que l'autogestion de différentes maladies peut venir être complexifiée. Et donc, lorsqu'une personne a plusieurs conditions médicales, il y a deux processus qui sont super importants pour rendre le tout plus efficace, dont l'établissement de priorité, qui est la capacité d'une personne à accorder plus d'importance à une de ces maladies ou à certaines tâches d'autogestion face à cette maladie-là. Et il y a aussi la prise de décision, qui est la capacité d'une personne à faire des choix dans l'autogestion de ses conditions chroniques. Ça, c'est deux processus qui sont dépendants l'un de l'autre, mais aussi qui sont influencés par plusieurs facteurs individuels. Mais quelque chose qui est très important, là, surtout pour la prise de décision, c'est l'information. Donc, c'est super important que pour prendre des décisions éclairées, une personne ait assez d'informations pour savoir quelle décision prendre. Donc, par exemple, pour un patient qui a des problèmes cardiaques, il doit avoir assez d'informations pour savoir c'est quoi les symptômes qu'il doit surveiller. Et aussi, il doit avoir assez d'informations pour savoir quoi faire quand ces symptômes-là se présentent. Donc, par exemple, si la personne a de l'hypertension artérielle, elle doit savoir quoi faire à ce moment-là. Donc, c'est vraiment le facteur le plus important dans la prise de décision et de l'établissement de priorité. Et dans le cadre de ma présentation et de mon projet de recherche, c'est plus l'établissement de priorité qu'on va aller voir, là, mais la prise de décision va aussi avoir sa place, là, mais de manière un peu plus indirecte. Sinon, pour ce qui est des travaux qui existent sur le sujet de l'établissement de priorité là, dans une situation de comorbidité, on peut voir que l'établissement de priorité se fait souvent de manière à prioriser une condition médicale qui est considérée comme dominante. Puis, il y a différentes caractéristiques qui vont faire qu'une condition est considérée comme dominante, soit la sévérité de la condition, le nombre de symptômes qu'il y a dans la condition, l'intensité de ces symptômes-là, tous les impacts et les conséquences que cette condition-là va engendrer. Et finalement aussi, il y a des études qui ont démontré que les symptômes plus objectifs, donc les symptômes qui sont plus facilement mesurables, quantifiables, vont être plus faciles à gérer que les autres symptômes plus subjectifs. Donc, par là, ce qu'on veut dire, c'est que les symptômes, par exemple, comme le taux de glucose sanguin, qui est facilement mesurable, vont être plus faciles à contrôler, à gérer, qu'un symptôme comme la douleur, qui est plus subjectif, qui est moins mesurable. Donc, on a pu voir là, les quelques recherches qui ont eu sur le sujet, mais nous, on a décidé là, de faire un sujet portant sur la douleur précisément pour voir comment les patients de 18 ans et plus atteints de douleurs chroniques et d'autres comorbidités décident quels symptômes prioriser dans leur démarche d'autogestion. Donc, l'objectif un peu plus précis là, de mon projet de recherche, c'est d'explorer les processus de priorisation de la douleur chronique dans les tâches d'autogestion des patients. Donc, pour ma recherche, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon projet de recherche fait partie d'un plus gros projet. Donc, où est-ce qu'il y a un volet quantitatif et un volet qualitatif. Je n'irai pas trop expliquer le volet quantitatif puisque ce n'est pas ma recherche. Mais pour la grosse recherche, il y a 150 participants qui ont été recrutés. Donc, ils ont été recrutés là, via les médias sociaux, les médias traditionnels, puis auprès d'associations de patients, donc associations de sclérose en plaques, de douleurs, de diabète, etc. Puis, les participants de l'étude devaient tous avoir la douleur chronique depuis 3 mois et plus et une autre condition médicale, physique ou mentale ou plus. Ils devaient aussi avoir 18 ans ou plus, maîtriser la langue, le français ou l'anglais parlé et écrit et être en mesure de répondre à un questionnaire en ligne. Ça, c'est surtout pour le volet quantitatif qui n'est pas ma partie. Et pour ma partie à moi, on a recruté 25 participants parmi ces 150 participants-là. Et on essayait là, de diversifier les profils un peu selon le sexe, l'âge et le nombre de comorbidités. Donc, parmi mes participants, j'ai 18 femmes et 7 hommes. J'ai 8 participants qui avaient de la douleur plus une autre condition chronique, 6 participants qui avaient de la douleur plus 2 autres conditions chroniques, 6 participants qui avaient de la douleur et 3 autres conditions chroniques, et 5 qui avaient de la douleur et 4 et plus conditions chroniques. Et avec les âges, c'est assez réparti.
Donc, 9 participants qui avaient entre 40 et 49 ans, 6 participants entre 50 et 59 ans, 7 participants qui avaient entre 60 et 69 ans, et finalement 2 participants qui avaient entre 70 et 79 ans. Et j'ai un participant qui n'avait pas répondu là, pour ce qui est de l'âge dans le questionnaire. Et aussi, ce que je voulais mentionner, c'est que moi, je n'ai pas pu participer à cette étape-là du processus, étant donné que ça a été fait là, pas mal avant la pandémie de COVID-19, alors que j'étais encore à mon baccalauréat. Donc, moi, j'ai plus participé à tout ce qui est l'analyse des résultats, mais ça, je n'y ai pas participé malheureusement. Puis, par la suite, avec ces participants-là, on a dû aller chercher des informations pour essayer de mieux comprendre comment ils priorisent leurs conditions ou leurs symptômes au quotidien. Donc, pour ce faire, on a fait des entretiens individuels semi-directifs. Ça, qu'est-ce que c'est? On fait des entrevues avec les personnes pour leur poser des questions là, sur leur processus de priorisation, sur comment ils gèrent leurs symptômes, sur comment ils perçoivent leur douleur, sur juste leur santé en général. Et la personne, lors des entrevues, là, celle qui fait les entrevues, l'intervieweur, elle va avoir un guide de questions qu'elle peut suivre, mais elle peut aussi dépasser ces questions-là en allant approfondir des sujets qui vont venir lors des entrevues. Donc, c'est vraiment une entrevue où est-ce qu'on a des questions à suivre, mais pas si strict que ça. On peut quand même aller au-delà de ces questions-là là, pour essayer d'aller chercher le plus d'informations possible. Et toutes ces entrevues-là ont été faites soit en ligne ou en personne au CHUM. Et c'était d'une durée de 45 minutes à 1h30, là, dépendamment des entrevues. Et chaque participant a été rémunéré de 25 pour leur participation à ce volet-là, seulement le volet qualitatif qui est ma partie. Et pour ce qui est des analyses, je ne vais pas aller trop dans les détails là, pour ce qui est des analyses, puisque je ne pense pas que c'est pertinent dans le contexte de cette présentation-ci. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'on a fait une analyse thématique de contenu, qui est une analyse dans laquelle on va faire la transcription des entrevues. Donc, on va retaper toutes les entrevues là, sous forme de texte. Puis par la suite, on va aller analyser ça en allant chercher c'est quoi les thèmes principaux et les sous-thèmes principaux qui sont ressortis de ces entrevues-là pour essayer après ça d'aller faire des liens entre ces thèmes-là pour expliquer comment les participants vivent avec leur douleur chronique, comment ils priorisent et gèrent leurs symptômes au quotidien. Et ces analyses-là ont été faites à l'aide d'un logiciel D12, qui est un logiciel d'analyse qualitative là, couramment utilisé. Et moi, j'ai participé à l'analyse de toutes les entrevues, donc des 25 entrevues. Et j'ai aussi ma directrice de recherche et une autre personne de mon laboratoire qui ont participé à l'analyse de quelques entrevues, donc 3 chacune. Et on se rencontrait là, fréquemment, à chaque 2 semaines environ, pour discuter de nos résultats, discuter des thèmes, essayer de faire des liens, d'essayer de mieux comprendre l'expérience des gens vivant avec la douleur chronique et d'autres conditions chroniques. Donc là, dans les prochaines diapositives, je vais vous présenter les thèmes, vraiment là, nos thèmes principaux et chaque sous-thème. Puis par la suite, là, après avoir présenté les thèmes, je vais vous expliquer un peu plus c'est quoi les résultats qu'on a trouvés face à ces thèmes-là, qu'est-ce qu'on a ressorti d'important de nos entrevues. Donc, c'est ça. Donc, pour ce qui est des résultats, l'analyse thématique des verbatims a permis d'identifier 3 thèmes principaux, puis 8 sous-thèmes, là, dépendamment des thèmes principaux. Donc, le premier thème, c'est les modes de priorisation. Et ce qu'on veut dire par là, c'est la façon dont la personne va prioriser une condition ou un symptôme dans ses tâches d'autogestion. Je vais vous l'expliquer par la suite. Avec les sous-thèmes, ça va être plus facile à comprendre. Ensuite, le deuxième thème principal qui est ressorti de cette analyse, c'est les caractéristiques et les impacts de l'autogestion et de la condition. Et ça, comme le titre le dit, c'est toutes les caractéristiques et les impacts de l'autogestion ou de la condition médicale qui vont influencer la manière dont la personne va prioriser ses conditions au quotidien. Et finalement, le troisième thème, c'est tous les facteurs contextuels, donc les facteurs de contexte qui vont venir soit faciliter ou complexifier là, comment la personne gère ses conditions ou comment elle priorise une condition médicale. Donc, pour ce qui est du premier thème, les façons dont les personnes vont venir prioriser leurs conditions, on a trouvé 3 manières dont les personnes vont venir prioriser leurs différentes conditions. D'abord, il y a la priorisation de la douleur, qui est vraiment là, quand une personne va venir prioriser la douleur avant toutes ces autres conditions, pour différentes raisons qu'on va voir un petit peu plus tard. Puis ça, j'ai mis un extrait d'une entrevue ici là, qui va venir montrer comment la personne elle va juste prioriser la douleur parmi les autres conditions. Donc, la personne ici a dit que
les douleurs chroniques, elle n'a aucun moyen de les prévoir, elle n'a aucun moyen. Donc, c'est sûr qu'elles vont prendre toute la place. C'est ce qui va décider de sa prochaine minute, de sa prochaine journée, de son avenir. Donc, c'est vraiment là, la douleur qui va venir déterminer qu'est-ce qu'elle priorise cette journée-là. Alors, qu'on a aussi certaines personnes qui vont venir prioriser une autre condition que la douleur. Puis, comme on peut voir là, dans l'extrait de verbatim ici, c'est que la personne ici a trouvé que sa douleur, elle était pas assez alarmante et qu'une autre condition était plus alarmante à ce moment-là. Donc, on va voir aussi par la suite c'est quoi les raisons qui vont pousser une personne à prioriser une autre condition que la douleur. Et finalement, il y a la priorisation automatique. Et ça veut dire que la personne, c'est vraiment pas un processus conscient, c'est plus automatique. La personne, elle ne pensait pas nécessairement prioriser quelque chose. Ce n'est pas une question qu'elle se pose, elle fait juste danser avec les symptômes, comme elle peut dire, elle les voit au jour le jour, elle va prioriser comment les choses se présentent. Donc, il n'y a pas vraiment de processus de réflexion derrière cette priorisation-là, c'est plus ça se fait tout seul. Ensuite, mais je vais donner les raisons là, pourquoi les gens priorisent comme ça un peu plus tard. Ensuite, les sous-thèmes pour les caractéristiques et les impacts de l'autogestion et de la condition. Le premier sous-thème, c'est les caractéristiques de la condition. Donc, ça, c'est toutes les caractéristiques qui vont faire en sorte que la personne va prioriser une condition plutôt qu'une autre. Donc, toutes les caractéristiques de cette condition-là. Ensuite, toutes les caractéristiques de l'autogestion. Dans les caractéristiques de la condition, on a par exemple le fait qu'elle est imprévisible, omniprésente, handicapante, elle peut être sévère, invisible et plusieurs autres caractéristiques. Une autogestion aussi, elle a des caractéristiques, là, par exemple, elle peut être complexe, elle peut mener à un résultat alors qu'il y en a certaines d'autres tâches d'autogestion qui mènent moins à un résultat positif. Ça peut être une autogestion qui est à plus long terme versus à plus court terme. Bref, il y a aussi différentes caractéristiques qui peuvent venir faire en sorte qu'une personne va choisir de prioriser quelque chose plutôt qu'une autre. Et finalement, Et finalement, il y a les impacts de la condition aussi, là, qui sont tous les impacts qui sont engendrés par la condition ou par l'autogestion de celle-ci qui vont venir influencer ce que la personne priorise ou non dans ses tâches d'autogestion. Et ça, c'est tout ce qui est les impacts fonctionnels, donc être capable de faire des activités, d'aller travailler, etc. Les impacts émotionnels, donc tous les impacts, par exemple, la tristesse, le désespoir que peut amener certaines conditions, et les impacts sociaux. Donc, des fois, les personnes vont moins voir leurs proches, leurs amis en raison de leurs conditions. Donc, ça aussi, c'est des facteurs qui peuvent venir influencer ce que la personne va prioriser dans ses tâches d'autogestion. Et finalement, notre dernier thème, c'était les facteurs contextuels. Donc, tous les facilitateurs et les obstacles qui peuvent venir là, soit faciliter ou compliquer l'autogestion ou la priorisation d'une condition médicale. Donc, dans les facilitateurs, par exemple, on a le support social, une bonne relation patient-médecin, avoir accès aux soins, être une personne plus positive, versus les obstacles qui sont plus l'isolement, l'incompatibilité entre les méthodes d'autogestion, pas avoir accès aux soins, etc. Donc, ça, c'est vraiment les thèmes et les sous-thèmes principaux qu'on est allé chercher de nos entrevues. Puis là, par la suite, je vais vous expliquer c'est quoi les résultats importants qu'on a à retenir de nos analyses. Donc, d'abord, le plus gros résultat de notre recherche, je crois que c'est vraiment le fait que c'est la douleur qui semble dominer parmi les autres conditions. La grande majorité des participants disent que c'est vraiment la douleur qui va venir mener leur quotidien. C'est elle, vraiment, tout tourne autour de la douleur. Alors ça, c'est vraiment là, un gros résultat qu'on a vu dans nos entrevues. Sinon aussi, c'est que la douleur doit aussi souvent être gérée avant de pouvoir gérer d'autres conditions. Parce que souvent, les gens ne sont pas capables de gérer leurs autres conditions en raison de la douleur. Donc, ils ne sont pas capables, par exemple, d'aller faire de l'activité physique, ils ne sont pas capables d'aller faire une épicerie ou de se faire à souper. Donc, ça rend l'autogestion des autres conditions plus difficile. Sinon aussi, pour la plupart des participants, c'est la condition ou le symptôme, dépendamment de comment on voit la douleur, qui est le plus difficile à gérer. Et ça, c'est souvent parce que il y a moins de recettes précises pour gérer la douleur. C'est moins, comment dire, ça va plus au jour le jour. Les stratégies, des fois, fonctionnent une journée, ne fonctionnent pas une autre journée. Donc, c'est vraiment fluctuant là, au fil des jours, ce qui rend ça difficile à gérer.
Et c'est aussi souvent la condition qui a le plus d'impact négatif sur le quotidien de la personne, donc celle qui a le plus d'impact sur le fonctionnement de la personne. C'est souvent à cause de cette condition-là que les gens ne peuvent plus aller travailler, qu'ils ne peuvent plus voir leurs amis, leur famille comme ils voulaient. Ça les rend beaucoup déprimés d'avoir cette douleur-là en raison de ces impacts fonctionnels et sociaux-là. Puis aussi, des fois, il arrive que des participants ont plusieurs types de douleurs, donc par exemple une douleur au dos, une douleur aux pieds, bref, des migraines. Et lorsqu'ils ont plusieurs types de douleurs, ils vont souvent prioriser celle qui a le plus d'impact sur leur quotidien, l'impact négatif, ou celle qui est la plus inconfortable, étant donné que souvent la plus inconfortable va avoir plus d'impact négatif. Donc ici, j'ai mis toutes les caractéristiques qui font en sorte que c'est souvent la douleur qui est priorisée dans les tâches d'autogestion, soit le fait qu'elle est imprévisible, donc elle peut arriver n'importe quand sans préavis, ce qui peut déstabiliser le quotidien d'une personne. Aussi, le fait qu'elle est omniprésente, ça veut dire qu'elle est elle est toujours là, en fait, même s'il y a des bonnes journées, elle va être là, sauf à un degré moins élevé, mais il y a toujours la douleur, ce qui peut être dérangeant à long terme et fatigant. Aussi, le fait qu'elle est handicapante, donc qu'elle a beaucoup d'impact fonctionnel, ça empêche la personne de faire ses activités du quotidien, par exemple, faire la vaisselle, faire l'épicerie, etc. Le fait aussi qu'elle est incontrôlable ou difficile à gérer, c'est une raison pourquoi les gens la priorisent. Et le fait qu'elle est désagréable et inconfortable aussi, là, ça a été souvent nommé par les participants comme étant une raison pourquoi elle est priorisée dans les tâches d'autogestion. Sinon, un autre résultat qui est ressorti des entrevues, c'est que certains participants, comme je le disais tout à l'heure, qui vont prioriser autre chose que la douleur. C'est assez rare puisque vraiment la grande majorité des participants vont prioriser la douleur en premier, puis par la suite les autres conditions. Mais lorsque ça arrive, lorsqu'ils priorisent autre chose, c'est souvent à cause des caractéristiques suivantes. Donc, soit parce que la condition elle est plus sévère ou plus grave, ou à cause que lorsque la condition n'est pas traitée, les conséquences ou les impacts vont être plus négatifs, plus importants. Là. Par exemple, si une personne ne traite pas son asthme ou si elle ne traite pas son diabète, elle peut se rendre à l'hôpital à cause de ça, alors que pour la douleur, c'est souvent moins le cas pour ces personnes-là. Et sinon, là, de manière générale, les autres conditions chroniques que la douleur étaient moins priorisées étant donné qu'elles étaient là, décrites comme étant plus faciles à gérer, par exemple par une prise de médication, par une recette à suivre, là, par exemple pour le diabète. Sinon, un autre résultat qu'on a trouvé super important, là, super intéressant pardon, dans nos analyses, c'est le fait que énormément de participants semblaient surpris de notre question sur la priorisation. Beaucoup de gens ne savaient pas vraiment qu'est-ce qu'on voulait dire par priorisation parce que c'était pas vraiment un processus auquel ils pensaient. Pour eux, c'est vraiment plus naturel de prioriser au jour le jour. Il n'y a pas vraiment de prise de réflexion, prise de décision importante. C'est vraiment plus, ils vont avec les symptômes, leur journée vont se dérouler en fonction de leurs symptômes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous a surpris de voir que c'est un processus qui est assez automatique, sans grande réflexion. Puis c'est quelque chose qui, selon nous, devrait être pris en considération là, par les personnes qui guident ces gens-là à travers leurs soins, d'essayer de leur faire un peu plus prendre conscience que les décisions qu'ils prennent peuvent avoir un impact sur la façon dont ils traitent leurs conditions chroniques. Et finalement aussi, un autre résultat qui est ressorti, c'est qu'il y a un seul participant dans toute l'étude qui, lui, ne priorise aucun symptôme, aucune condition, parce que toutes les conditions sont considérées comme égales. Ce participant-là, si je me souviens bien, il y avait 3 conditions, soit la douleur, de l'asthme et du diabète. Et pour lui, tout était égal, étant donné que l'asthme et le diabète peuvent être graves s'ils ne sont pas contrôlés. Mais la douleur, elle est tellement handicapante dans le quotidien que ces impacts-là étaient égaux au fait que l'asthme et le diabète peuvent le rendre hospitalisé, peuvent même mener à la mort si pas bien traité. Donc, ça aussi, c'est un résultat assez surprenant, puisque la grande majorité des gens, vraiment, c'était la douleur qui priorisait là, avant toute autre condition. Et pour ce qui est des facteurs là, qui viennent soit faciliter ou rendre plus difficile l'autogestion, ceux qui ont été le plus fréquemment rapportés comme étant des facteurs qui facilitent l'autogestion sont le support social, l'accessibilité aux soins et le positivisme. Pour ce qui est du positivisme,
ce qu'on a pu voir, c'est souvent que les personnes plus positives avaient tendance à aller chercher plus de stratégies d'autogestion pour s'aider, plus des petits trucs du quotidien. Ils allaient essayer de se convaincre de sortir malgré la douleur. Bref, le positiviste semblait vraiment avoir un gros rôle sur comment la personne là, venait prioriser ses conditions. Et finalement, pour ce qui est des facteurs qui rendent plus difficile l'autogestion, il y avait la douleur, puisque la douleur rend l'autogestion plus difficile des autres conditions, puisque la personne n'est pas capable nécessairement de faire les tâches d'autogestion pour les autres conditions. Sinon, l'isolement, l'absence de symptômes visibles, surtout pour la douleur, et l'inaccessibilité aux soins étaient aussi là, des facteurs qui rendaient l'autogestion plus difficile. Surtout l'inaccessibilité aux soins, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en attente pour la clinique de la douleur, qui auraient pu beaucoup les aider, mais qui n'avaient pas accès à ces services-là. Donc, c'était vraiment là, un frein à l'autogestion de leur douleur. Donc, pour conclure un peu là, les résultats que j'ai trouvés dans l'analyse, on peut faire des liens avec certains articles déjà existants sur le sujet que j'ai présentés préalablement là, au début de la présentation. D'abord, on peut voir que la majorité des participants de mon étude priorisent une condition qu'ils considèrent comme étant dominante, qui dans ce cas-ci est vraiment la douleur. Et aussi pour la grande majorité des participants, c'était la douleur qui était la plus difficile qui était la condition la plus difficile à gérer plutôt que les autres conditions. Et ça se traduit étant donné que la douleur, c'est un symptôme un peu plus invisible, qui est moins facilement quantifiable, alors que les autres symptômes sont plus quantifiables, il y a plus de recettes à suivre lorsqu'ils arrivent. Et finalement, la sévérité de la condition médicale faisait encore une fois partie des processus de priorisation nommés par mes participants. Et ça, c'est surtout là au niveau des autres conditions, pas la douleur. Donc, plus une condition était sévère, plus elle allait être priorisée versus la douleur. Et sinon, comme toute recherche scientifique, il y a certaines limitations à la recherche. Donc, pour ma recherche, une des limitations, c'est le fait que les participants ont été recrutés sur une base volontaire. Donc, peut-être que ces participants-là sont plus engagés dans leurs soins, peut-être que ça vient un peu changer leur méthode d'autogestion au quotidien. Et sinon, mon échantillon est aussi majoritairement composé de femmes. C'est ce qui est arrivé vraiment là, sur une base volontaire. Il y a plus de femmes qui ont été recrutées. Et c'est à prendre en considération puisque les enjeux peuvent vraiment être différents entre les hommes et les femmes. Donc, ça c'est deux limites quand même importantes à prendre en considération. Et sinon, comme je le disais plus tôt, je n'ai pas participé au processus d'entrevue étant donné que je n'étais pas encore étudiante à la maîtrise à ce moment-là. Et pour moi, c'est une limite étant donné que des fois, dans le processus d'analyse, j'aurais aimé creuser un peu plus certaines informations, mais je n'avais pas accès à ces informations-là, étant donné que ce n'est pas moi qui ai fait les entrevues. Donc, la personne n'a pas pensé nécessairement comme moi à aller creuser sur certains sujets. Donc, je pense que j'aurais pu aller chercher plus d'informations là, pour ma recherche si c'est moi qui avais réalisé les entrevues. Mais alors, c'est ça. Et finalement, je crois que ma recherche pourrait être intéressante là, autant pour les gens qui vivent avec la douleur que pour les prestataires de soins, étant donné que ça peut servir de base pour mieux comprendre c'est quoi les défis auxquels font face les patients qui ont plusieurs conditions chroniques, en plus de la douleur, et la façon dont ils prennent des décisions par rapport à la gestion de leurs symptômes et à la priorisation de leurs symptômes. Ça peut aussi amener des nouvelles connaissances là, sur les processus de priorisation des symptômes qui pourront être utilisés par la suite pour améliorer la prestation des soins de ces patients-là. Et ça pourra aussi potentiellement là, permettre d'orienter les prochains projets de recherche qui auront sur le sujet. Donc, ça fait pas mal le tour là, de mon projet de recherche. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires pour moi.